France 24 et l'UNESCO présentent Bonjour à tous, on est ravis de vous présenter cette émission en partenariat avec l'UNESCO sur notre patrimoine en commun. Ce patrimoine que l'on partage ici en Méditerranée. Nous sommes sur un site exceptionnel, les ruines de Carthage en Tunisie. Un site qui nous replonge dans l'histoire très ancienne au 9e siècle avant Jésus-Christ. Carthage a été fondée par les Phéniciens, c'est ensuite devenu un empire commercial, un empire militaire sans précédent en Méditerranée. Aujourd'hui, Carthage fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, le temps d'un débat, nous allons vous faire découvrir cette cité antique, mais aussi d'autres sites archéologiques et historiques qui font la fierté des Tunisiens. Avant de retrouver notre plateau, je vous propose de rejoindre Moez Achour. Bonjour Moez. Bonjour Julien. Et merci de nous ouvrir les portes de ce trésor. Vous êtes le conservateur en chef du site de Carthage. On est là dans un lieu de puissance. Carthage a dominé une partie de la Méditerranée il y a bien longtemps. Bonjour et bienvenue encore une fois à Carthage. Effectivement, on parle d'une métropole antique à l'instar de Rome et Alexandrie. Donc trois villes qui ont vraiment dominé la Méditerranée et son histoire ancienne. Et justement, Carthage n'est autre que la capitale d'un empire carthaginois qui a dominé pratiquement la partie occidentale du bassin méditerranéen. Carthage qui a ramené l'Orient à travers sa culture et son histoire vers l'Occident. Et Carthage, par la suite, également à l'époque romaine, c'est quand même la capitale de l'Afrique romaine. Donc c'est un point vraiment stratégique à l'époque. Alors ici, on arrive sur notre premier site. On s'est invité chez un Romain. C'est une villa avec une splendide vue sur la Méditerranée. Tout à fait. C'est chez un Carthaginois, un citoyen romain, bien évidemment, au IIIe siècle. C'est quelqu'un d'aisé, de notable, et comme on le voit à travers cette maison qui fait plus ou moins 1600 à 1700 mètres carrés. Là, on est dans le jardin ? Là, on est dans une cour à péristyle pourvue d'un jardin, et bien évidemment, la maison elle dispose également de chambres d'apparat et d'autres annexes, et elle ouvre carrément. Vous voyez cette vue qui ouvre directement sur la Méditerranée. Avec des statues, avec des mosaïques. Il a bon goût, le Romain. Oui, tout à fait. Il y a les villas romaines se caractérisent également justement par des pavements de mosaïques comme on le voit ici, mais également des sculptures, des portraits et des statues de divinités et de notables de la ville. Expliquez-nous, Moez, parce que le Carthage a été fondé par les Phéniciens. Ensuite, ça a été envahi, puis détruit complètement par les Romains. Les Romains qui l'ont ensuite reconstruit un siècle plus tard. Pourquoi ? Absolument. Carthage a été fondée en 814 avant Jésus-Christ, détruite par l'armée romaine en 146 avant Jésus-Christ. Par la suite, elle renaîtra par la volonté de ceux-mêmes qui l'ont condamnée. Des Romains eux-mêmes. Par les Romains eux-mêmes, parce que c'est un point stratégique. Carthage et la Sicile représentent la porte de communication entre la partie occidentale et la partie orientale de la Méditerranée. Celui qui s'empare de Carthage et de la Sicile peut dominer le monde antique et la seule et unique voie de commerce dans l'Antiquité. Une dernière question pour ceux qui ne connaissent pas Carthage. Quels sont les sites incontournables si l'on vient visiter le site ? Alors, on a à Carthage environ 450 hectares inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979 grâce à ces valeurs universelles exceptionnelles. Et parmi ces 450 hectares, il y a quelques dizaines d'hectares qui sont ouverts au public, des parcs comme le parc des Thermes d'Antonin, le parc des Villas romaines, la colline de Byrsa, les ports puniques de Carthage, le Tophet de Carthage et une multitude de sites archéologiques à visiter à Carthage. Merci beaucoup Moez Achour, on espère vous retrouver très vite à Carthage avec beaucoup de visiteurs. On vous laisse avec notre ami Romain. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant de retrouver notre plateau d'invités, je vous propose de regarder en dessin ce que l'on entend par patrimoine. C'est avec Adèle Gastel. Des villes anciennes qui ont traversé les siècles. Kérouan en Tunisie, Essaouira au Maroc, un site préhistorique en Algérie, le Tassili Nadjer, la région des Montagnes Bleues en Australie, les monuments de Mahabalipuram en Inde. Tout ceci est un patrimoine. Des biens culturels, naturels, nationaux ou transfrontaliers. L'œuvre de l'architecte Le Corbusier, par exemple, est présente dans plusieurs pays.
Un patrimoine, c'est un bien qu'on hérite. Une maison, un tableau, un bijou, mais aussi un bien à une échelle plus grande, celle d'un pays, à l'échelle du monde aussi. On parle de patrimoine culturel et naturel. Un patrimoine vivant, un trésor. Il a donc besoin de protection. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO agit pour préserver les sites en danger. Tout n'est pas perdu. On peut réparer ce qui est abîmé. Entretenir le patrimoine, c'est aussi une façon de le protéger. Sauver le patrimoine, c'est sauver la mémoire humaine. Voilà, sauver le patrimoine, c'est sauver la mémoire humaine, Adèle Gastel, vous avez bien raison. De retour ici en plateau sur ce site exceptionnel de Carthage. C'est une première mondiale, il faut le savoir, avec nos invités. Bonjour Leïla Ladjini Sebahi, vous êtes historienne, archéologue, présidente de l'association Les Amis de Carthage. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut national du patrimoine. À vos côtés, vous connaissez bien, hein, c'est votre collègue Chélia Nabi, bonjour. Vous avez passé votre carrière ici à Carthage, vous connaissez très bien le site. Vous êtes conservatrice du patrimoine à l'Institut national du patrimoine et au musée de Carthage. Vous êtes experte également en muséographie et en lutte contre le trafic d'art. On en parlera bien sûr dans ce débat. Et puis Karim Ndili, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour l'UNESCO au Bureau Maghreb. Vous êtes responsable du programme Culture. Bonjour à tous les trois et merci de participer à ce débat. Disons-le clairement, quand on pense à la Tunisie vue de l'étranger, on a plus l'image de la plage qui nous revient que des sites archéologiques. C'est une image finalement qui n'est pas la bonne. Leïla Ladjini Sebahi, la Tunisie est un pays d'histoire, un pays de patrimoine. Bonjour, merci de nous accueillir ici et merci d'être là, surtout pour que vous nous donnez l'occasion, entre autres, de parler de notre beau pays. C'est vrai, c'est un pays qui est un peu synonyme de plage et de littoral. Ça l'est aussi. Oui. Mais c'est un pays qui, comme beaucoup d'autres, hein, il faut quand même le reconnaître, qui se caractérise par une très longue histoire, qui a près de 3000 ans. Une histoire qui a commencé avec Carthage, d'ailleurs. Je parle de l'histoire, je ne parle pas de l'occupation du sol, bien entendu. Avec la fondation de Carthage par une femme, hein, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Une des rares témoignages, d'ailleurs, de l'histoire de la fondation d'une ville par une femme. Et puis qui s'est poursuivie pendant de très longs siècles, à travers de nombreuses civilisations. Hein. Oui, les conquêtes multiples de gens qui viennent de divers horizons, que ce soit l'Orient, l'Occident, évidemment l'Europe, et puis évidemment le substrat africain qui est extrêmement important. Donc c'est un carrefour en quelque sorte. Alors il y a 7 sites ici en Tunisie qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO, le site de Carthage bien sûr. Il y a El Djem aussi, on ira faire un tour à El Djem pour notre deuxième partie. La Médina de Tunis, Kérouan, la cité punique de Kerkouan et sa nécropole, la Médina de Sousse et puis Douga, peut-être Karim Ndili, Douga qui est présentée comme la petite ville romaine, une des villes les mieux préservées en Afrique du Nord. Oui, c'est un site intéressant. C'est le dernier site inscrit d'ailleurs en date par la Tunisie en 1997. C'est un site extrêmement intéressant qui se caractérise par le fait qu'il apporte quelque chose de complémentaire à ce que peuvent raconter les autres sites de la même époque qui reflètent la même civilisation en Tunisie. Et donc c'est une ville qui est peut-être un peu moins connue, un site un peu moins connu, d'ailleurs y compris parmi les sites du patrimoine mondial qui sont inscrits, mais qui est un site absolument exceptionnel. Oui. Alors bien sûr, ces 7 sites ne doivent pas faire oublier les centaines, les milliers d'autres sites archéologiques et historiques qui foisonnent en Tunisie, chez Chélia Nabi. Il y a certains objets, certains sites qui sont peu ou pas connus par le grand public en Tunisie. On a parlé avant l'émission de cette mosaïque de Haïdra. Vous pouvez nous en parler ? Le site de Haïdra, c'est un site également exceptionnel où on retrouve tout à fait, disons, la structure urbanistique d'une ville romaine. En ce qui concerne il y a malheureusement par rapport à Douga, il y a moins de structures qui sont apparentes, mais c'est vrai que l'originalité, ou peut-être on s'intéresse à Haïdra
à cause de cette fameuse mosaïque qui a été trouvée au début presque fortuitement, parce qu'après de fortes pluies, on a commencé à trouver des mosaïques, et puis petit à petit, les fouilles se sont élargies et on est tombé sur cette magnifique mosaïque qui fait à peu près 30 mètres carrés de superficie, qui représente toutes les îles, disons, grecques et d'Italie qui se trouvent en Méditerranée. Bon, lorsque cette mosaïque a été trouvée, bien sûr, ça a fait un gros tapage médiatique. C'est vrai que par la suite, c'était une mosaïque qui était assez endommagée. Il ne faut pas se mettre en tête que c'est une cartographie réelle des îles telles qu'elles existaient, mais c'était quelqu'un qui avait commandé une mosaïque pour qu'elle soit dans sa maison, donc elle répondait beaucoup plus à l'architecture de la pièce, et donc l'emplacement des îles n'est pas l'emplacement réel. C'est une mosaïque qui a été restaurée et qui, malheureusement, actuellement, est plutôt dans les réserves et non pas exposée. Mais est-ce qu'il faudrait, pour valoriser Karim Endeli, ces objets qui sont parfois en danger, est-ce qu'il faut mieux pas les transférer dans des musées nationaux comme au Bardo? Est-ce qu'il vaut mieux les laisser in situ pour attirer les touristes? C'est vraiment une très bonne question, parce que justement, il y a eu cette tendance pendant très longtemps, quelque part, de déplacer les objets les plus remarquables du patrimoine dans les musées nationaux, qui se trouvent souvent, mais pas toujours, dans les capitales. La question de les garder in situ est importante parce que ça permet de garder les objets dans leur contexte. Par exemple, une mosaïque ou un objet culturel particulier qui ont été trouvés sur un site archéologique, donc on peut l'appréhender d'une façon différente s'il est gardé in situ. Ça, c'est vrai, mais ça peut aussi effectivement ça peut être un vecteur de développement, apporter de l'attention, apporter des visiteurs, et pas seulement les touristes étrangers, mais aussi des visiteurs nationaux. Mais ça pose des questions en matière de conservation, de protection aussi, puisqu'il n'y a pas toujours les mêmes moyens dans peut-être des endroits où il y a moins de support. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance à essayer de garder, quand on peut, les objets archéologiques les plus remarquables in situ. Leïla Ladjini Sebahi, est-ce que le patrimoine pose aussi des questions d'ordre un peu philosophique sur l'identité des Tunisiens? Écoutez ce que disait l'ancien conservateur de Carthage, Abdelmajid Ennabli, que vous connaissez bien. La Tunisie sera une vraie nation le jour où elle revendiquera son passé multiple, le jour, en somme, où elle acceptera l'idée que sa naissance ne date pas de la conquête arabe. Est-ce que vous êtes d'accord? Complètement d'accord. D'ailleurs, cette question d'identité se pose à beaucoup d'autres pays, pas seulement à la Tunisie. Bien sûr. Et cette identité doit être inculquée à travers l'enseignement d'abord et l'éducation des jeunes, l'éducation des élèves. Ça commence déjà à l'école. Et c'est un peu ce qui nous manque, parce que nous sommes en quête d'identité, dans nos pays maghrébins notamment. Est-ce qu'il y a des excursions? Est-ce qu'il y a des sorties scolaires? Qu'est-ce qu'on propose aux jeunes Tunisiens pour faire connaître leur patrimoine? Eh bien, on leur propose très peu de choses, à vrai dire. On leur propose quelques heures d'enseignement dans les lycées, enfin dans les écoles primaires d'abord, puis dans les lycées. Quelquefois des excursions, certes, mais de moins en moins. Et on ne s'attaque pas assez à ce problème qui est fondamental. Celui de l'identité que l'on n'apprend pas, mais que l'on ressent réellement, que l'on s'approprie, pour reprendre maintenant une expression consacrée. Il ne s'agit pas de se l'approprier, il s'agit de véritablement la ressentir et d'être conscient et de se dire nous sommes tout simplement des Tunisiens. Pas seulement des Arabes, des musulmans certes, mais pas seulement. Pas seulement des Arabes, nous sommes à la fois orientaux, africains, comme je le disais tout à l'heure, et avant tout, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, nous sommes Tunisiens. Oui. Nous sommes Tunisiens, nous avons été traversés au cours des siècles par de multiples civilisations et cultures que nous avons adoptées, que nous avons digérées en quelque sorte, et dont nous avons fait quelque chose. Il y a un génie africain dans cette terre, un génie africain qui s'exprime et qui est toujours tangible. Et vous savez, quand on fait des fouilles, par exemple, on parlait d'archéologie tout à l'heure, et qu'on va à l'intérieur du pays, eh bien, les gens sont beaucoup plus conscients de leur patrimoine que les gens, comme que pourraient l'être, par exemple, des gens qui habitent dans les villes ou aux abords des grandes villes. Tchiliane Abi, est-ce que la notion de patrimoine, elle est en train d'évoluer en Tunisie? Oui, en Tunisie et de toute façon à travers le monde, il y a les limites, disons, ce que je dis moi, les limites chronologiques du patrimoine qui ont évolué. Avant, on parlait d'archéologie, de patrimoine antique. Et puis, les limites se sont un peu rétrécies. On parlait d'un patrimoine au-delà de 100 ans. Et puis, aujourd'hui, on parle de patrimoine vivant, un patrimoine que nous côtoyons,
Un patrimoine peut-être aussi où le Tunisien s'identifie beaucoup plus, parce que c'est un patrimoine qui pour lui est beaucoup plus tangible et beaucoup plus proche de lui. Mais également, les limites se sont également, disons, agrandies du point de vue des composantes. Il y a des éléments dont on ne parlait pas du tout auparavant comme faisant partie du patrimoine, comme par exemple la gastronomie, les savoir-faire n'étaient pas inclus dans le patrimoine. On parlait surtout de sites, de monuments. Actuellement, la notion de patrimoine s'est beaucoup plus élargie et d'ailleurs, à un moment donné, on se demande si tout ne doit pas devenir patrimoine. Et là aussi, c'est un danger il faut mettre certaines balises pour ne pas outrepasser cette notion de patrimoine. Oui, le patrimoine, ça regroupe plusieurs choses, Karim Mendili. Vous êtes d'accord? Oui, absolument. Nous sommes à 1 an de la célébration du 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial. Et une des choses fondamentales qu'on peut voir, c'est à quel point, justement, ce concept de patrimoine a évolué. Cette convention, comme d'autres d'ailleurs, comme tous les instruments normatifs de l'UNESCO, sont non seulement des instruments juridiques qui permettent de protéger et de sauvegarder, mais ce sont aussi des indicateurs extrêmement intéressants sur l'évolution de ce processus. Alors, le patrimoine aujourd'hui, y compris dans un pays comme la Tunisie, il y a beaucoup de patrimoine qui appartient à l'époque moderne. Quand on dit moderne, alors bien sûr, il faut se mettre d'accord sur de quelle époque on parle. Mais il y a beaucoup de patrimoine de cette période. On prend l'exemple de Sfax, par exemple, tout le travail qui a été fait après les bombardements sur le quartier Babhar pendant la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction qu'il y a pu y avoir, il y avait notamment ce qu'a pu faire un architecte comme Bernard Zerfus. Il y a des monuments extraordinaires. La cathédrale de Sfax, par exemple, qui est un exemple imminent d'architecture moderne de cette époque. Ça, c'est du patrimoine. C'était pas forcément considéré comme du patrimoine avant. Alors, on va continuer notre discussion après une courte pause. On parlera plus précisément du site de Carthage. À tout de suite. France 24 et l'UNESCO présentent De retour sur ce site exceptionnel de Carthage en Tunisie. On va lui faire une petite infidélité. On va aller sur un autre site emblématique entre Tunis et Sfax, à El Djem, un amphithéâtre fondé par les Romains qui n'a rien à envier avec le Colisée de Rome. C'est un reportage de Nina Masson et de Sefala Macha. Ces écoliers ne le savent pas encore, mais ils sont sur le point de découvrir le plus grand Colisée d'Afrique, le 3e le plus grand au monde. L'amphithéâtre d'El Djem, un colosse aux murs de grès, niché au cœur du désert. Aujourd'hui, j'ai découvert que mes neveux n'avaient jamais entendu parler de cet amphithéâtre si grand et si important. J'ai donc réalisé qu'il était nécessaire d'organiser une visite pour leur expliquer l'importance et le rôle de ce site. Vous n'imaginez pas à quel point je suis fière d'appartenir à cette civilisation. Je suis si heureuse d'avoir visité l'amphithéâtre d'El Djem. Aucune visite de ce trésor archéologique n'est prévue par les programmes scolaires tunisiens. En moyenne, dans une scolarité, seules 1 à 2 sorties sont organisées. Trop peu selon les professeurs d'histoire qui réclament plus de moyens pour faire découvrir aux enfants du pays leur patrimoine culturel. Ce qui nous manque vraiment, ce sont des visites pédagogiques qui permettent aux jeunes d'avoir un lien direct avec ces sites archéologiques. À son apogée, le géant d'El Djem s'élevait à 35 mètres de hauteur. Son arène écrasée par la lumière pouvait accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs, venus admirer les jeux du cirque et les combats de gladiateurs. Aujourd'hui, El Djem est l'un des sites les plus fréquentés de Tunisie. Et ce n'est pas grâce aux visiteurs tunisiens. El Djem est le 2e plus grand théâtre connu de l'Empire romain. Pourtant, le pourcentage de visiteurs étrangers est bien supérieur à celui des visiteurs tunisiens, qui, lui, ne dépasse pas les 3%. Un projet de restauration a été lancé fin 2019 pour rénover le site, inscrit depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Alors comment préserver durablement ces merveilles, cet héritage de l'histoire? On en débat avec nos invités, Leïla Ladjini Sebahi, Chélia Nabi et Karim Ndili. Leïla, on remonte l'histoire, on remonte le temps. Comment est-ce que les Français, lors de la colonisation, comment est-ce qu'on a considéré ce trésor? Est-ce qu'on en avait conscience? Je pense que oui, assurément. Ils en avaient tout à fait conscience. D'autant plus qu'ils reconnaissaient dans les... ça, c'est une question de période et d'époque. On reconnaissait dans la colonisation romaine, dans l'époque romaine, on faisait un petit peu le parallèle avec la colonisation française, si vous voulez, pour parler rapidement. Donc, on en avait parfaitement conscience. Et des lois ont été promulguées, d'ailleurs, pour la protection très précisément pour la protection du patrimoine pré-islamique. Notamment la loi de 1920, sur laquelle on continue d'ailleurs d'œuvrer, que l'on continue à adopter, que l'on continue à utiliser. Chélia Nabi, ensuite, avec l'indépendance, sous Bourguiba, ce président qui a fondé son palais présidentiel sur les ruines de Carthage, mais qui a lancé les fouilles en même temps. Oui, parfaitement. Bourguiba, je pense que dans sa tête, c'était un grand homme de culture, et donc il a choisi ce site de Carthage pour installer sa présidence et surtout la première république tunisienne. Il avait en tête la grandeur de Carthage et donc il voulait qu'il y ait un parallélisme entre les deux. Donc il a choisi ce site. Ce site, quand il s'est installé, bien sûr, c'était un site un peu en friche quand même, qui avait servi comme remblai et à beaucoup d'autres, et comme on avait récupéré beaucoup d'éléments d'architecture sur ce site, donc le site n'était pas vraiment protégé et bien sûr, avec l'installation de Bourguiba, il y a eu l'afflux de toute une classe politique et bourgeoise qui a voulu s'installer sur le site de Carthage. Automatiquement, ça a commencé à faire des dégâts. Il n'y avait pas à l'époque un plan d'urbanisation. Heureusement, en 1968, il y a eu la promulgation du PAU, donc plan d'aménagement et d'urbanisation, qui s'est installé à Carthage. Et donc, ça a gelé des territoires. Ça a gelé relativement les constructions, mais ça a aussi délimité, ou bien plutôt, ça a défini qu'il y avait un côté archéologique et aussi agricole qu'il ne fallait pas toucher. Ouais. Mais devant cet espace qui était vide de tout, on ne pouvait pas expliquer aux gens pourquoi cet espace était vide. On a beau leur dire qu'il y a de l'archéologie, il fallait le justifier. D'où l'appel à l'UNESCO qui s'est passé en 1973, ici même, au Villa de la Volière, où il y a eu les discours du ministre des Affaires culturelles, M. Chédir Klibi, qui était en même temps le maire de Carthage, et du directeur général de l'UNESCO, M. André Maheu, où ils ont fait les deux discours qui ont lancé la campagne internationale de Carthage qui a duré une vingtaine d'années. On reparlera des fouilles parce que vous y avez participé, c'est intéressant. Mais Karim, en 79, donc l'UNESCO classe Carthage patrimoine mondial de l'humanité. Qu'est-ce que ça change concrètement pour un site? Est-ce qu'il y a une enveloppe qui est débloquée? Il y a une campagne de médiatisation, de sensibilisation? Alors, lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, bien sûr, c'est une reconnaissance universelle, ce qui est extrêmement important. C'est cette notion de patrimoine partagé, elle est absolument fondamentale. Ça paraît peut-être quelque chose d'un peu plus entendu aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, à l'époque, était très, très important. Ça veut dire que le site n'appartient plus au pays, mais à l'humanité. Exactement, c'est-à-dire aussi que la responsabilité de protéger un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial est partagée par tout le monde, et non pas seulement par le pays où se trouve le site. Le programme que vous avez montré parle des jeunes, et c'est vrai qu'effectivement, la sensibilisation aussi est très importante, parce que finalement, les jeunes seront les futurs dépositaires de ce patrimoine, c'est pour ça qu'il est préservé. Quelque part, aujourd'hui, on dit que voilà, nous héritons de nos pères, mais aussi, quelque part, aussi, nous empruntons à nos enfants. C'est-à-dire que c'est un patrimoine qui constituera la mémoire. Et ça, c'est très important, cette notion de patrimoine partagé. Donc, ça donne aussi une grande visibilité, dans le sens où ça permet de sensibiliser à l'importance de sauvegarder le patrimoine, et pas seulement le site classé, tous les sites du patrimoine, dans leur diversité. Ça n'apporte pas d'enveloppe, dans le sens où l'UNESCO n'apporte pas d'argent pour ça. Par contre, l'UNESCO est un formidable vecteur de coopération et de mobilisation de ressources, y compris financières. On a évoqué la campagne de Carthage, il y a eu des grandes campagnes menées par l'UNESCO et des fonds ont été mobilisés au niveau international. Et ça facilite par exemple les fouilles ? Entre autres, oui, c'est-à-dire mobiliser des fonds pour les fouilles, pour la conservation, mais aussi pour la mise en valeur, qui est très importante, parce que ça a un lien direct avec la future gestion et aussi la sensibilisation
du public et notamment des jeunes à l'importance de ce site. Djelia Nabi, votre présence ici est essentielle parce que vous avez participé à ces fouilles dans les années 80-90, c'est ça? Ça a été une période faste avec des archéologues qui sont venus du monde entier à Carthage. En fait, l'appel de l'UNESCO était important du fait que ce site était classé. Donc, il y a eu un appel d'autres institutions étrangères qui avaient envie peut-être de fouiller à Carthage, mais qui n'en avaient pas les moyens, c'est-à-dire qui n'avaient pas la permission. Donc, il y a eu un afflux de pays et d'institutions très honorables qui sont arrivés à Carthage pour pouvoir... Carthage est devenu un véritable chantier de fouilles. Partout, on voyait des chantiers. D'Europe, des États-Unis, du Canada. Il y a eu énormément, il y a plus de 13 équipes étrangères qui ont fouillé, de grandes institutions. On a vu débarquer des savants dont on lisait les bouquins, mais on ne s'imaginait jamais pouvoir voir ces personnes en vrai. Et donc, à partir de ce moment-là, bien sûr, Carthage a été... C'est beaucoup plus l'UNESCO, c'est beaucoup plus la présence de l'UNESCO est une présence, disons, symbolique qui donne une assurance à ces pays pour pouvoir venir à Carthage, savoir qu'il y a des institutions qui vont les accueillir et qui vont leur permettre de mener à bien leurs fouilles, parce que chaque équipe travaillait dans son intérêt scientifique habituel. Donc, Carthage était divisée. Chacun prenait le site qui lui convenait dans ses travaux scientifiques pour pouvoir en tirer le maximum. Bien sûr, il y a eu par la suite la mise en valeur, la sauvegarde, beaucoup de publications, et ça a été clôturé en 1992 officiellement, mais la coopération a quand même continué. Ça s'est passé comment après, sous Ben Ali, Leïla, il y a eu beaucoup de déclassements de sites? Oui, il y a eu un déclassement de sites, mais avec votre permission, je reviendrai juste une seconde sur le rôle du protectorat français en Tunisie et sur la responsabilité, en quelque sorte, de la France et de l'Église catholique de ne pas avoir préservé ce site. Ce qui a fait dire d'ailleurs à l'un des plus grands historiens de l'histoire de l'Afrique du Nord, qui s'appelle Stéphane Xel, d'avoir écrit une lettre magistrale à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en leur reprochant précisément de ne pas avoir protégé Carthage comme il se devait de le faire, comme ils l'ont fait pour plusieurs villes du Moyen-Orient, alors que Carthage, de par son nom seul, était un rayonnement sur le plan historique et à l'échelle internationale. Maintenant, pour en revenir à l'époque de Ben Ali, ça a été une époque très sombre dans l'histoire de Carthage, dans la mesure où, au départ, il y avait cette volonté... On le ressentait, nous étions en activité à l'époque, on le ressentait de faire renaître Carthage et surtout de la doter des moyens administratifs et surtout législatifs pour la protéger. Or, il n'en fut rien. On a commencé à refuser une certaine forme de législation, ce qu'on appelle le PPMV, le plan de protection. Mais pour quelles raisons? Des raisons économiques? Alors, pas du tout. On s'est rendu compte, au début on ne comprenait pas, mais on s'est rendu compte par la suite que le président Ben Ali et sa famille avaient l'intention de déclasser. Le site étant classé par décret présidentiel de 1985, donc à l'époque de Bourguiba, Ben Ali a commencé à déclasser certaines parties de ce site pour les livrer à la propriété foncière, en quelque sorte, et à la spéculation. On a même retrouvé des collections, je crois, classées chez des proches de Ben Ali? Oui, absolument. Absolument. Disons que, heureusement, Ben Ali et sa famille se sont intéressés au patrimoine vraiment dans les dernières années du règne. Donc, au début, j'ajouterai quand même quelque chose. Il y a eu une continuation, parce qu'il y a eu la promulgation du Code du patrimoine en 1994, qui réglementait un peu toute la sauvegarde du patrimoine. Ça a été un cadre, hein? Oui, c'était important quand même, parce que ça réglementait, ça créait des servitudes qui étaient très importantes pour la protection et la préservation du patrimoine. Mais vers la fin du règne de Ben Ali, il y a eu cet intérêt, d'abord les terrains qui ont été déclassés, il y a eu également des collections qui ont été retrouvées dans les maisons de certains des proches de Ben Ali. Heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup, parce que c'était vraiment, leur intérêt est venu assez tard pour le domaine du patrimoine. Karim Endeli, qu'est-ce que la révolution de 2011 a changé pour le patrimoine, notamment pour Carthage? Ces déclassements ont été annulés et ça a amené des procès finalement qui sont kafkaïens, qui ne pourront jamais aller au bout? Disons que le comité du patrimoine mondial, qui est l'instance internationale qui examine l'état de conservation de tous les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial, et notamment de Carthage, a eu justement à traiter un certain nombre de points qui sont liés à ce que vous évoquez.
Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que justement le cadre juridique qui entoure aujourd'hui les discussions par rapport à cette question de déclassement, reclassement, etc., va au-delà. C'est-à-dire que c'est vraiment, on le voit d'ailleurs même sur le site ici, c'est-à-dire que c'est un site archéologique qui se trouve sur un territoire à très forte pression urbaine, dans l'absolu, en dehors même de ce travail de déclassement qui a eu lieu. Donc, et ça, on a beaucoup de sites archéologiques aujourd'hui, dans le monde, partout, où il y a cette pression urbaine. Donc ça veut dire vraiment aussi qu'il y a un vrai enjeu par rapport à la façon de concilier les impératifs de développement et de développement urbain notamment, et toute cette pression, avec les impératifs aussi de sauvegarde et de protection. Donc le Comité du patrimoine mondial prend cela en compte lors de ses délibérations par rapport au cas d'état de conservation des biens. Madame Anabi, vous voulez réagir ? Oui, par rapport à la Révolution, parce qu'il y a eu des aspects négatifs, certes, mais il y a eu également beaucoup d'aspects, je pense, positifs. Ce qui était essentiellement, c'était la dénonciation. Auparavant, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas, il y avait une censure, on ne pouvait pas dire, voilà, un tel a enfreint les lois pour la conservation ou la préservation du patrimoine. C'était le règne de la loi du plus fort, oui. Voilà, c'était la loi du plus fort, on n'osait pas. On était tout de suite fichés et on ne pouvait pas du tout intervenir dans ce sens-là. Par contre, après la Révolution, il y a eu, alors là, un flux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voyait que quelqu'un allait enfreindre une loi ou bien construisait d'une façon qui était interdite, bon, les réseaux sociaux ont énormément pour travaillé. Dénoncer, oui. Moi, pour Carthage, Madame Sebaï pourra vous en parler. Moi, je parle pour Sidi Bou Saïd, où j'habite, et la société civile a parfaitement pu arrêter au moins 10 infractions qui se sont déclenchées juste après la Révolution. Leïla, j'aimerais juste que vous nous parliez de votre combat actuel, c'est de sauver finalement l'essentiel avec, vous me parliez de ce plan de protection et de mise en valeur qui permettrait quoi en fait ? Eh bien, ce plan de protection et de mise en valeur qui est donc inhérent, enfin qui fait partie du fameux code du patrimoine dont a parlé Madame Anabi tout à l'heure, est un point fondamental pour la sauvegarde de Carthage. C'est-à-dire que c'est une législation qui est opposable au tiers et qui fait de Carthage un lieu à conserver, bien entendu, pas seulement de Carthage, d'autres sites également à travers la République tunisienne, et qui est un véritable plan de gestion, en fait, du site. Mais pour en revenir aux différentes attaques que subit le site de Carthage actuellement, et c'est vrai qu'après la Révolution, nous avons eu l'opportunité, en tant que société civile, d'intervenir de manière récurrente, mais ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est vrai qu'on a pu sauver quelques petites choses de ci, de là, mais vous savez, avoir cette chose que la révolution tunisienne nous a donnée, c'est-à-dire cette liberté d'expression qui est très précieuse, eh bien, ne nous empêche pas d'avoir des difficultés parce qu'on crie, on écrit, on demande des explications et nous n'avons aucune réponse. C'est vraiment une mobilisation de la société civile et vous ne baissez pas les bras. Donc la société civile fait son travail, mais la réponse n'est pas au rendez-vous. Karim Ndeli, j'aimerais dire ce chiffre de 10 milliards de dollars dans le monde chaque année, c'est l'évaluation de l'UNESCO sur le marché illicite de l'art dans le monde. C'est considérable. Bah oui, bien sûr. C'est très lucratif. C'est très comment lucratif, est-ce malheureusement. qu'on fait pour lutter contre ça ? Eh ben d'abord, il y a la mobilisation internationale. Tout à l'heure, on parlait justement de patrimoine partagé et de la nécessité de la coopération internationale. C'est vraiment l'un des remparts contre ce problème de trafic illicite. Alors, le problème du trafic illicite est lié au trafic en général dans le monde. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une superposition entre le trafic illicite d'objets d'art et le trafic d'autres types, comme les armes, la drogue, etc. Donc, c'est un système extrêmement organisé qui s'adapte. C'est pour ça que l'incitation à l'ensemble des États membres de l'UNESCO de ratifier la Convention de 1970, qui est un instrument normatif très très important, qui opère comme un filet en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de faille dans votre filet. Donc un pays qui ne ratifie pas crée une brèche et évidemment permet à ce trafic illicite de s'installer et de s'adapter au contexte qui est mis en place pour lutter contre ce phénomène. Donc ça, c'est vraiment un souci. Donc il y a ça, il y a une mobilisation aussi avec les partenaires internationaux. Il y a Interpol, l'Organisation mondiale des douanes, il y a l'ICOM, le Conseil international des musées, il y a beaucoup d'acteurs internationaux qui travaillent ensemble par rapport à ça. Donc il faut travailler là-dessus, mais il y a aussi, on parlait de société civile, on parlait de la sensibilisation. Il y a vraiment aussi un travail à faire là-dessus parce que c'est vraiment un arsenal qui doit être mis en harmonie pour pouvoir combattre ce fléau.
Et le meilleur combat, c'est peut-être de venir ici visiter Carthage. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat exceptionnel sur les ruines de Carthage. Venez en Tunisie, venez visiter ces ruines, aller à la plage aussi. Mais il y a beaucoup à découvrir. On espère vous en avoir donné envie. Merci en tout cas aussi à nos équipes techniques, à Nicolas Clernaud à la réalisation, à Antoine Babineau pour la production, Lauriane Coutan, Élise Dufaux, à Asma Grani. Merci aussi à l'UNESCO. À très vite sur France 24.